Comme vous le savez, quand il s'agit de finances, nous sommes bien les premiers à savoir que le temps c'est de l'argent. On sait également qu'une toute petite mauvaise décision, qui semble à première vue anodine, peut avoir un impact absolument colossal sur vos résultats à long terme. Comme par exemple si vous investissez dans le livret A pendant 10 ans, un peu par défaut, parce que vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas les placements beaucoup plus rentables comme la bourse ou l'immobilier, et que vous perdez donc énormément de rendement potentiel. C'est pourquoi j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui mes deux plus grosses erreurs, qui m'ont fait perdre un pactole considérable très franchement. Si j'avais su à l'époque, l'indépendance financière ne serait plus qu'à quelques petites années, car j'aurais un patrimoine 3 fois plus élevé actuellement, soit dans les 400 000 euros. En vous parlant de ma petite mésaventure, j'espère surtout que ça évitera à quelqu'un d'entre vous de faire du surplace, alors que vous avez tous le potentiel d'aller chercher un rendement et des bénéfices hors du commun. Pour vous raconter tout ça, je vais commencer par remettre un peu de contexte. J'avais 19 ans en 2014, et c'est en fait à ce moment-là que mon compte en banque va commencer à se remplir assez rapidement. En partant de peut-être 2 ou 3 000 euros que mes parents avaient placés sur un fameux PEL pour moi, alors que bien sûr il y avait mieux à faire comme support d'investissement, mais bon c'est l'intention qui compte, j'ai finalement atteint la somme de 130 000 euros 6 ans plus tard, soit en 2020. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'étais en fait joueur professionnel de jeux vidéo, puis coach pendant ces quelques années, et j'ai rencontré un succès plutôt satisfaisant pour ne rien vous cacher. Mon boulot consistait donc à être le plus fort possible sur un jeu vidéo compétitif sur lequel il y avait des tournois d'organiser, pour espérer les remporter ainsi que la dotation qui va avec, puis être sponsorisé, etc. Pendant ces 6 années, j'ai donc vécu soit chez mes parents, soit à l'étranger dont le loyer était payé par mes diverses équipes, sponsors ou organisateurs de tournois. Et n'étant pas très dépensier par nature, c'est comme ça que j'ai réussi à économiser aussi agressivement. En 2021, je décide un beau jour de mettre fin à l'aventure pour me ranger dans la vie active, soit acheter une voiture, un appartement et trouver un boulot classique. C'était la meilleure décision à prendre, car les places devenaient de plus en plus chères. En fait, je n'ai pas trop eu de chance sur les jeux sur lesquels j'ai décidé de m'investir à fond, étant donné que les deux ont fini par décliner assez fortement. Il y avait donc toujours un grand nombre de joueurs très doués pour de moins en moins d'argent à gagner. Venons-en donc à mes deux énormes bourdes si vous le voulez bien, car ça reste le sujet de la vidéo quand même. La première a été de ne pas investir mes gains au fur et à mesure, alors que cet argent ne me servait un peu à rien dans l'immédiat et que je le savais très bien. Malheureusement, je ne m'y connaissais pas encore du tout en finance, et mon entourage non plus d'ailleurs. Car si j'ai réussi à accumuler 130 000 euros en 6 ans et que j'en place 5 000 en épargne de précaution, eh bien on peut imaginer que j'investis 1736 euros par mois pendant ces 6 longues années à 11%, soit le taux moyen du MSCI World depuis 2014. Donc rien qu'à partir de là, j'aurais pu avoir 175 932 euros en 2021, pas 130 000. Mais en plus de ça, d'ici à ce que je découvre le monde de la finance en janvier 2023, ce chiffre aurait dû encore progresser jusqu'à 219 000 euros. Alors qu'en réalité, je n'avais entre guillemets que dans les 110 000 euros de patrimoine à ce moment-là. Oui, 20 000 euros ont disparu en frais de notaire, dans quelques meubles et dans une voiture. Soit un résultat 2 fois inférieur à ce qu'il aurait facilement pu être, qui est assez triste quand même. Ma vie aurait été exactement la même avec mon argent investi ou non, et j'aurais pu créer plus de 100 000 euros supplémentaires sans rien faire, étant donné qu'investir dans un ETF est extrêmement simple et ne demande que 2 minutes de gestion par mois maximum. Mais ce n'est pas tout. Ma deuxième énorme erreur a en fait été d'acheter mon appartement cash fin 2021. Parce que voilà, ça fait du bien d'être propriétaire à 100% et de ne pas avoir de crédit sur le dos. Il paraît, c'est la sagesse populaire en France. Et à l'époque, je n'avais encore une fois pas tellement de connaissances. Ça me semblait être du bon sens d'acheter cash si c'est une possibilité pour moi. Et encore une fois, je m'assois malheureusement sur un beau pactole. Car à cette époque, les taux des crédits immobiliers étaient encore très bas, dans les 1%. Et j'aurais facilement pu négocier un excellent taux, vu ma situation confortable et rassurante pour un banquier. Et c'est aussi grâce à cette situation confortable que ma tolérance au risque peut s'élever très haut, et j'aurais en fait très clairement dû acheter à crédit en donnant un minimum d'apport. Car les gains en bourse qui sont dans les 10 ou 11% fument largement les petits intérêts d'un crédit immobilier à 1%. En effet, un crédit de 100 000 euros sans apport sur 20 ans à 1% ne coûte que 10 374 euros, autrement dit rien du tout par rapport à l'inflation. 100 000 euros en bourse sur 20 ans deviendront quant à eux 893 501 euros. Donc même en imaginant que la bourse sous-performe assez largement, eh bien ça ne peut qu'être plus rentable, et même si ça ne l'est pas, je vous rappelle qu'un crédit à 1% ne coûte strictement rien à terme. En fin de compte, j'aurais pu me retrouver aujourd'hui avec environ 260 000 euros en bourse, investi à 11% et un crédit de 100 000 euros qui ne me coûte rien, étant donné qu'un bien immobilier prend de la valeur et que l'inflation existe. Pire que de ne rien me coûter, la transaction aurait été littéralement rentable pour moi. J'aurais vraiment gagné de l'argent juste en prenant un crédit immobilier. Et avec 260 000 euros en bourse,
et donc des intérêts à près de 30 000 € sur une année, laissez-moi vous dire que l'indépendance financière n'aurait vraiment plus été très loin. En laissant fructifier ça encore 7 ans, on arriverait à plus de 500 000 €, soit 3 795 € de rente annuelle nette. Et dans le monde réel, je n'ai finalement qu'un appartement payé cash et dans les 36 000 € d'investissement. Et je ne peux pas dire que cette position soit désagréable non plus, ou que je suis passé à côté de ma vie et que j'ai loupé l'opportunité du siècle, mais bon, c'est quand même dommage. Mon patrimoine pourrait être plus de 2 fois plus gros, générant largement plus d'intérêts, et ce au prix de rien du tout, car d'arriver à ce résultat ne m'aurait demandé que quelques connaissances. Pas de gestion active et fastidieuse, et pas vraiment de risque non plus. Quand on investit en bourse à 20 ans, sur un horizon tellement long qu'il en est indéfini, de l'argent dont on n'a pas besoin, et en ETF, on ne peut que réussir, très franchement. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez aussi fait des erreurs de ce genre, et que vous auriez bien aimé corriger, maintenant que vous avez plus de connaissances. On se soutiendra mutuellement. Si vous vous reconnaissez un petit peu, et que vous avez vous-même de l'argent dont vous ne savez pas trop quoi faire, je vous invite assez fortement à poursuivre vos recherches pour l'investir efficacement, car la différence que ça fera d'ici quelques années deviendra énorme, et vous permettra d'acheter en quelque sorte beaucoup de temps libre. Car bien sûr, plus vous avez d'argent et plus vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez plutôt que de travailler. Si malgré cela, le fait de passer à l'action reste trop intimidant pour vous, je vous invite à venir passer 1 heure de coaching avec moi pour mettre votre stratégie au clair et répondre à vos questions. Plus d'infos en description. En fin de compte, je me retrouve dans les erreurs classiques des Français dont j'aime bien faire des vidéos pour en parler, car la sagesse populaire est réellement votre ennemi. La plupart de ces personnes vous veulent du bien, mais elles disent des choses sans savoir. Vous entendez que prendre des crédits et investir en bourse c'est le mal absolu et que c'est très risqué, mais il vous suffit d'argumenter ne serait-ce qu'un peu pour vous apercevoir que votre interlocuteur est à côté de la plaque et ne sait en fait pas trop de quoi il parle. Tout comme vous n'écouteriez pas trop les conseils minceurs de quelqu'un largement en surpoids, vous ne devriez pas non plus écouter les conseils financiers de quelqu'un n'ayant jamais investi ailleurs que dans un livret A ou un PEL, aussi bienveillante que soit cette personne. Car la différence entre investir en bourse et dans le livret A dans une vie est si grande. Revoyons un exemple rapidement. Vous avez 20 ans et souhaitez investir/épargner 400 € par mois. On va prendre 11% pour la bourse et 3% pour le livret A, encore une fois. Pour ce qui est de l'investissement boursier, et en faisant ça pendant 30 ans, vous vous retrouverez avec 1 121 807 €, et en appliquant la règle des 4%, soit le montant que vous vous permettez de retirer tous les ans pour en vivre, vous générez en fait une rente mensuelle de 3 739 € net. Et vous savez quoi? Cette rente n'ira qu'en progressant année après année, car vous ne retirez que 4% alors que vous en générez 11 par an en moyenne. Vous pouvez donc partir en retraite à 50 ans sans le moindre problème. Depuis le livret A, vous n'aurez que 233 094 €, soit une rente de 582 € par mois. Vous partirez en retraite dans 14 ans, et même si effectivement vous toucherez celle de l'État, en imaginant qu'elle soit toujours d'actualité, eh bien vous aurez quand même très largement moins de pouvoir d'achat que l'investisseur en bourse. Pourtant, à votre avis, quelle route est la plus souvent suivie par les Français? Ceux-là même qui vous conseillent? Celle vous destinant à une retraite très tardive et sans rente digne de ce nom. Alors qu'investir en bourse est si simple. Après, je vous recommande de ne pas vous limiter à ça. Investir en crypto très tôt boostera vos résultats et surtout votre diversification. Ensuite, vers 30 ans en général, il vous faudra peut-être acheter votre résidence principale, ce qui est encore une fois un moyen de vous diversifier et d'investir dans quelque chose de sécurisé et plutôt rentable. Bon, dans le cas où vous n'achetez pas un palace qui soit à l'extrême maximum de vos moyens. Et si la location vous convient mieux, il peut être intéressant alors d'acheter de l'immobilier à crédit. Si vous prenez un crédit pour investir sur 20 ans à vos 30 ans et que vous faites ça assez bien, vous ne paierez que dans les 100 € chaque mois, car vos mensualités de crédit sont remboursées par les loyers que vous percevez. En plus de ça, votre bien prend de la valeur, donc les loyers augmenteront également, alors que le prêt immobilier est quant à lui à taux fixe. Avec le temps et l'inflation, vous finirez sans doute par gagner de l'argent tous les mois plutôt que d'en dépenser un peu. Mais surtout, vous arriverez à 50 ans avec beaucoup d'actions, un peu de crypto et un bien immobilier dont le crédit est remboursé. Les loyers tombent maintenant entièrement dans vos poches, et un peu dans celles de l'État évidemment. L'effet de levier est en effet la meilleure façon d'investir en immobilier, et si vous aviez fait cette même manœuvre dans les années 2010 comme j'aurais dû le faire, eh bien vous auriez gagné de l'argent chaque mois. Vos loyers auraient rapporté plus que votre crédit ne vous coûte, sachant bien sûr qu'encore une fois, l'appartement finira par vous appartenir complètement. Bon, j'espère vous avoir inspiré suffisamment pour ne pas répéter mes erreurs, et je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.